Bonjour les troisièmes. Alors, dernière vidéo de cette première période de confinement où on va terminer notre séquence concernant la France et l'Union européenne dans le monde. Prenez bien la correction. À la fin de la vidéo, je vous indiquerai ce qu'il faudra faire pour bien la rentrée. Tout simplement me rendre les images de tout ce que vous avez fait dans cette séquence de géographie. Et il y aura bien sûr donc du travail optionnel qui vous sera donné, mais je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. On continue avec les mêmes règles, même si maintenant je me rends compte que ça n'a plus trop de sens, puisque vous avez l'air de soit bien gérer, soit en tout cas me poser des questions un peu différemment. Je ne suis plus submergé par des messages, forcément. Donc, vous pouvez toujours utiliser le fil de discussion, hein, je vais toujours regarder un petit peu, mais moins souvent, puisque je remarque qu'il y a peu de personnes qui l'utilisent. La vidéo restera en deux parties. Utilisez bien votre diaporama pour pouvoir corriger les éléments, surtout que vous allez voir qu'ici, je vais vous donner quand même une correction de traces écrites en carte mentale, plus vous allez avoir un texte qui sera surligné, donc ça veut dire pas mal d'informations qui seront représentées ici, autant avoir les documents un peu plus nettement avec vous à côté. Alors, cette séance 3, elle était donc centrée sur le rôle de la France et de l'Union européenne dans le monde. Alors, on a fait des études de cas particulières, désormais on va voir un peu plus largement, et vous aviez donc un premier document qui vous montrait les territoires ultramarins de l'Union européenne. Je vais vous afficher la carte tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et donc ce document permettait donc de voir un certain nombre de choses. Alors la première question était: que nous montre cette carte sur le rayonnement de l'Union européenne dans le monde? Si on regarde cette carte, on se rend compte que l'Union européenne, eh bien, elle se retrouve liée à énormément de territoires sur l'ensemble de la surface de la planète. Tout simplement parce que l'Union européenne, étant une union d'États européens, tous les territoires qui appartiennent à un pays européen membre de l'Union européenne font désormais partie officiellement de l'Union européenne, même s'ils ne sont pas situés en Europe même. Je donne un exemple. En France, on a des territoires qui sont situés tout simplement dans le Pacifique, comme par exemple la Polynésie française avec Tahiti, hein, si on prend un exemple plus précis. Eh bien, Tahiti fait partie des territoires qui appartiennent à la France. La France étant membre de l'Union européenne, Tahiti est donc membre de l'Union européenne également. C'est donc quelque chose d'assez paradoxal, puisqu'on a un nom d'association qui est Union européenne, et pourtant on retrouve cette union représentée avec des règles, avec des choses à respecter, on va dire des codes à respecter au niveau économique notamment, et des valeurs aussi qui sont en fait présents quasiment sur l'ensemble de la planète. C'est donc ce qu'il fallait m'indiquer. À côté de ça, vous aviez une deuxième question qui était: à ton avis, quelles peuvent être les difficultés ou les handicaps pour ces territoires ultramarins de l'Union européenne? Le fait qu'on en ait énormément, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Par contre, eh bien, il faut faire face aussi à leurs spécificités. Ces territoires sont éloignés. Or, on a déjà eu l'occasion de le voir sur la séquence sur l'Europe. Plus on s'éloigne du centre de l'Union, plus on a l'impression quand même que les difficultés s'accumulent. Alors déjà, sur le territoire européen, à cause tout simplement de l'histoire de ces pays, puisque plus on va vers l'est, par exemple, on est avec des pays qui sont des pays de l'ex-bloc soviétique, où il y a des difficultés. Là, en fait, on est dans un espace encore plus lointain, qui va donc cumuler de nouvelles difficultés, de nouveaux handicaps. Alors, j'espère que vous avez quand même remarqué que la carte indiquait des valeurs de distance pour essayer de déterminer en fait quelle est la distance entre ces territoires et l'Union européenne. Ça nous montre bien que cette distance, elle a un impact, elle est importante. C'était quand même un des premiers handicaps. Ces territoires sont éloignés. En même temps, ce sont des territoires qui sont souvent assez petits en surface, ou en tout cas avec très peu de population par rapport à des pays européens bien localisés au centre de l'Europe. On est face à des territoires du coup qui sont beaucoup plus petits, donc beaucoup moins, on va dire, qui ont un poids démographique et un poids économique moins important, qui sont en plus éloignés et qui vont donc avoir du mal à avoir des liens avec un certain nombre de territoires européens. Il faut savoir que l'Union européenne, le premier avantage, c'est la libre circulation des marchandises et des biens. Quand vous commencez à parler de ces avantages-là sur une île qui est située au milieu du Pacifique, c'est compliqué de lui dire, l'Union européenne, regarde, c'est super, maintenant tu peux circuler plus facilement de ton île à une autre. Oui, il y a déjà des contraintes de distance, des contraintes physiques liées au fait de l'environnement maritime. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Là où en Europe, on va circuler facilement, on va pouvoir avoir des contacts assez rapides, assez fluides. Ici, on est face à des territoires qui sont souvent isolés et qui se retrouvent avec des difficultés supplémentaires. Donc l'éloignement, ça il fallait l'indiquer. À côté de l'éloignement, donc notez également l'isolement, ce que je viens de vous dire, le fait qu'on est dans des territoires qui sont pour la majorité des territoires insulaires.
Tout simplement, ce sont d'anciens territoires qui finalement sont les restes, l'héritage un peu des politiques coloniales qu'on a pu voir en quatrième, vous vous souvenez, hein, quand les grands empires européens, les grands royaumes, finalement, les grandes puissances européennes se décident à avoir un maximum de colonies dans le monde, du 16e jusqu'au 19e siècle, et ça se termine à la fin du 20e. On aura l'occasion de le voir dans une séquence en fin d'année, cette fois-ci normalement en classe, si on a de la chance. Eh bien, on peut constater qu'un certain nombre de territoires, malgré la décolonisation, sont restés dans le giron de leur pays d'origine, de leur pays colonisateur. Et donc vous avez des territoires portugais, des territoires espagnols, des territoires hollandais ou des territoires français, bien entendu, qui sont toujours éloignés mais qui restent encore identitairement français. Alors, à côté de ça, c'était quand même important de voir comment l'Union européenne va réussir à garder un lien et réussir à aménager des choses pour ces territoires éloignés qui connaissent des difficultés nombreuses. C'est pour ça que j'avais noté dans votre diaporama que j'allais faire un récit sur les investissements de l'Union européenne dans les zones ultra-périphériques. Alors, les investissements vont avoir le même objectif que les investissements qu'on a déjà évoqués quand l'Union européenne essaye d'aménager des investissements pour les régions les moins favorisées, soit des pays, comme on avait vu avec par exemple la Grèce ou la Roumanie, ce genre de pays qui ont un peu un retard économique sur des pays comme la France, l'Allemagne, au-delà de ces pays qui gagnent un peu plus, de fonds, et de ces régions aussi, qui peuvent être des régions même d'un pays riche, qui vont gagner plus un peu d'argent, d'investissement. Je donne l'exemple de l'Italie du Sud, qui est une région quand même qui est un peu plus sinistrée que l'Italie du Nord, qui est quand même beaucoup plus industrielle. Donc on a des régions en Europe où il y avait déjà des difficultés, des différences entre des régions bien intégrées, proches du centre européen, et des régions qui étaient un peu plus éloignées, et donc en plus grande difficulté. On a l'exemple parfait ici, on ne peut pas dire qu'en Haute-Saône on soit dans une région extrêmement connectée au reste de la mondialisation. On a des atouts, mais on a quand même aussi des fragilités, donc on a des investissements qui peuvent être mis en place pour nous, nous aider. Eh bien, ces territoires ultra-périphériques vont avoir eux aussi besoin d'énormément de dons, finalement on va dire pas de dons, mais d'investissements et de prêts pour pouvoir essayer de se développer et de limiter leurs difficultés. Alors, pour commencer, il va falloir essayer de limiter cet éloignement. Alors, pour limiter l'éloignement, on va tout simplement mettre en place des aménagements pour proposer des facilitations au niveau des transports, c'est-à-dire améliorer des ports, améliorer les aéroports, mettre en place un certain nombre de politiques pour faciliter les transferts entre populations, entre marchandises, bref, faire en sorte que l'éloignement se vive moins bien, appliquer aussi peut-être tout simplement des tarifs, qui sont un peu plus avantageux. Il faut savoir que plus vous êtes éloigné, plus vous êtes dans une île qui est isolée, et bien plus vous allez avoir des produits qui coûtent cher, parce qu'il faut ramener tous les produits jusqu'à votre territoire, c'est un problème, c'est un handicap. Si on peut aménager des fois des prix, ça peut aussi être une solution. Même si on verra, l'Union européenne ne fait pas tout, elle essaie d'améliorer, mais il reste quand même des choses importantes. Alors l'isolement, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a aussi essayer d'aménager pour limiter les contraintes naturelles. Pour un certain nombre de ces territoires ultramarins, ils sont face à des situations géographiques assez complexes. Déjà, on est hors de l'Union européenne, on est parfois dans des territoires qui sont dans les zones tropicales, les zones équatoriales. Vous pouvez avoir des zones de cyclones, vous pouvez avoir des zones où il y a des risques de catastrophes naturelles assez importantes et qui sont des catastrophes qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Donc il faut aménager différemment. Souvent ça coûte de l'argent, donc on peut avoir des investissements de l'Union européenne pour essayer de limiter tous ces risques naturels. Ça peut être aussi lié au caractère, par exemple, des îles volcaniques, où vous avez des reliefs très importants, l'exemple de la Réunion, où on le verra aussi dans une autre séquence. Eh bien, vous pouvez avoir des aménagements assez coûteux pour donner des aménagements de transport et des facilitations, de transport dans une zone qui a des grosses difficultés à avoir des surfaces planes et qui va donc avoir besoin d'énormément d'investissements, d'énormément d'argent pour trouver un moyen de construire des aménagements publics. À côté de ça, il faut savoir que ces territoires sont aussi souvent victimes de pauvreté et de chômage beaucoup plus importants que dans les territoires de métropole. Tout simplement parce que c'est des territoires éloignés, beaucoup moins peuplés aussi, mais des territoires qui sont souvent soumis à une économie assez, localisée sur 2 ou 3 domaines maximum. C'est-à-dire vous allez avoir le
tourisme qui va être très développé dans certaines îles parce que c'est des îles tropicales. Vous pouvez avoir également de l'agriculture en fonction on va dire, du climat ou par exemple de la pêche. Mais vous n'avez pas non plus toute la ressource et toutes les possibilités dans ces territoires d'obtenir du travail dans des domaines comme le service les services rares. Vous ne pouvez pas avoir non plus forcément beaucoup d'industrie, le tissu industriel est très faible. Donc vous avez peu finalement d'offres de travail, donc beaucoup de gens qui se retrouvent avec des difficultés économiques. Vous avez peut-être vu lors de reportages ces derniers temps où on nous montre justement la situation dans nos territoires ultramarins français. Vous avez pu constater qu'on est dans des zones où il y a quand même des situations sinistres, hein, c'est compliqué. Hein. Vous avez des populations qui vivent des fois dans des bidonvilles, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Quand il y a des bidonvilles dans certaines régions ultra-périphériques françaises, ça montre bien qu'on a quand même des grosses difficultés, des grosses inégalités sociales. Et ça, bien entendu, l'Union européenne, elle en a conscience. Et elle va essayer de faire en sorte d'améliorer les choses, même si ce n'est pas non plus quelque chose qui résout tous les problèmes, comme je vous l'avais certainement déjà vu. Alors, je voulais vous donner un exemple plus précis. Par exemple, l'Union européenne, sur les régions ultra-périphériques, c'est pour ça que j'ai marqué RUP, régions ultra-périphériques françaises, entre 2014 et 2020, a investi 4,8 milliards d'euros. Donc c'est quand même une somme assez considérable, hein, c'est pas rien, hein, c'est quand même une somme importante. Donc 4,8 milliards d'euros, rien que pour les territoires français. Même si on est un des pays qui a le plus de territoires ultramarins, il y a d'autres pays qui en ont. Donc rien que pour nous, il y a 4,8 milliards d'euros qui sont débloqués pour aider à investir. Alors je vais vous donner quelques exemples d'investissements que vous pourriez retrouver. Vous avez par exemple ici le centre hospitalier de Mayotte, donc, qui permet d'avoir un hôpital sur cette île. Il faut savoir qu'auparavant, sans l'hôpital de Mayotte, eh bien, tous les habitants de cette île, quand ils avaient des gros problèmes de santé, étaient obligés d'être transférés sur l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est à 1400 km. Donc vous imaginez, vous, si vous avez un problème, vous avez l'appendicite, il va falloir aller faire 1400 km pour vous faire soigner. Ça risque d'être un peu long. Donc vous avez quand même des territoires qui sont très isolés, très éloignés des uns des autres. Eh bien l'Europe va essayer de trouver un moyen de vous offrir les services de base, si possible, le plus proche possible de votre domicile. Donc ici, un centre hospitalier financé en partie par l'Union européenne à Mayotte. Je donne que des exemples français, c'est par rapport à ces 4,8 milliards. À côté de ça, vous avez par exemple le développement d'un aéroport un peu plus grand au niveau de la Guadeloupe, avec le pôle Caraïbe qui a été aménagé, agrandi grâce à des fonds européens également. Vous pourriez retrouver aussi des aménagements concernant l'accès à des ressources d'énergie. Ici, vous avez donc un champ de panneaux solaires à La Réunion qui a été en partie financé par l'Union européenne. C'est aussi quelque chose qui est vital dans ces régions-là où vous êtes isolé, vous n'avez pas accès forcément à certaines ressources. Ça peut être de l'eau potable ou ça peut être de l'électricité. La centrale nucléaire qui est en France, elle ne va pas vous apporter de l'électricité jusqu'à La Réunion. Donc il faut trouver un moyen de produire localement de l'électricité. C'est plus difficile. Mais derrière, on essaie de trouver des aménagements et si possible, qui respectent le développement durable comme ici, c'est tant mieux, c'est un avantage supplémentaire. Et aussi, vous pouvez avoir par exemple le développement de ports qui peuvent être aussi favorisés pour essayer de maximiser les échanges et d'augmenter les rotations par exemple de navires qui vont apporter des denrées alimentaires, des marchandises dans des régions qui peuvent des fois être dépendantes quand même beaucoup de ce trafic maritime pour leur apporter l'ensemble de ce qu'elles ont besoin. Alors j'ai également mis une dernière image qui montrait les îles de Wallis et Futuna qui se faisaient relier actuellement à la fibre optique. Donc comme quoi même dans ces régions extrêmement éloignées on essaie de trouver des aménagements. C'est en partie financé par l'Union européenne et ça rejoint un autre pays voisin qui est un pays aussi formé d'îles, donc les îles Samoa. Donc ça montre qu'on peut avoir aussi des partenariats qui peuvent dépasser le simple lien Union européenne, région ultra-périphérique. On peut aussi faire intervenir des voisins proches, donc de zones éloignées si on est quand même dans le Pacifique. Voilà un petit peu pour ce récit sur les investissements dans les zones ultra-périphériques. Alors, j'espère que vous n'avez pas tout noté. Notez quand même que l'essentiel, c'est essayer d'améliorer l'accessibilité, essayer d'améliorer l'accès à certaines ressources, avoir la possibilité d'avoir le plus d'égalité finalement avec tous les citoyens qui sont situés en Europe. Pourtant, ça reste encore assez compliqué. Alors, on va passer à la partie un peu plus facile. Cette fois-ci, c'était le document 2, un exercice où il fallait tout simplement me replacer dans cette carte mentale un certain nombre d'informations qui étaient déjà données. Les informations étant données, c'était quand même pas très compliqué de réussir à les replacer. Ici, ça vous fait une trace écrite bilan finalement sur la place
de l'Union européenne dans le monde avec des exemples clés. Normalement, vous êtes capable, c'est ce que j'ai demandé en partie 2, de me faire un paragraphe sur le sujet. S'il y avait eu le brevet, eh bien, vous auriez été capable de pouvoir me faire un récit d'une vingtaine ou d'une trentaine de lignes grâce à l'ensemble de ces informations, si vous avez fait ça sérieusement, en utilisant bien sûr ce qu'on avait déjà eu, notamment sur Airbus. Alors, là, le brevet n'aura pas lieu, mais ce que vous allez avoir appris, ça va être utile, puisque l'année prochaine, ça vous donnera quand même des facilités pour pouvoir rédiger et donc aussi synthétiser et regrouper vos idées en fonction de leur, on va dire, de leur importance et de leur thème. D'accord ? Donc, pour vous donner la correction, moi, ça donne quelque chose comme ça, c'est sur un écran assez petit, j'imagine que c'est compliqué pour vous, c'est de lire, mais bon, on va essayer d'y arriver. Vous avez les grands groupes internationaux, j'ai mis Michelin, j'ai mis Airbus, donc des groupes qui sont présents sur le monde et qui vont donc vendre à grande échelle. Plusieurs métropoles mondiales, on avait vu en quatrième toutes les métropoles importantes dans le monde, les 15 plus grandes métropoles mondiales, et parmi les 15 premières, il y en a 3 qui sont à dimension vraiment supérieure, donc dans 4, pardon, vous avez Tokyo, vous avez New York, et les 2 européennes, c'est-à-dire Londres et Paris. En sachant que du coup, Londres, je l'avais indiqué dans ma carte mentale, vous la supprimerez du coup de votre mémoire pour l'Union européenne. C'est donc une capitale européenne, mais pas une capitale de l'Union européenne depuis le Brexit. Donc Londres, c'est un cas particulier, mais il reste Paris. Une zone qui compte dans le monde, rôle important à l'ONU, dans G7, pareil, c'était marqué G8, j'ai oublié de changer, mais maintenant c'est G7, puisqu'ils ont un peu mis à l'écart des membres. Mais à côté de ça, on pouvait aussi mettre qu'il y avait 5 des 10 principales puissances économiques. Ça pouvait rentrer dans cette zone-là, c'est pour ça que je l'ai mis en blanc. Moi, je le mettrais plus dans la première puissance commerciale du monde, mais vous pouviez très bien la placer ici, ça a quand même du sens. Au niveau des secteurs performants, l'agriculture, aujourd'hui, on est quand même un territoire au niveau de l'Union européenne qui est autosuffisant alimentairement. C'est notamment important par rapport à la situation actuelle, où on peut connaître quelques difficultés à avoir certains aliments. Pourtant, normalement, si nos industries agroalimentaires fonctionnent, on est capable de nourrir tous les Européens grâce à ce qui est produit en Europe. Ça, c'est quelque chose d'assez important, c'est vital, c'est stratégique, et c'est quelque chose qu'il faut conserver, puisqu'il y a des régions dans le monde où vous avez besoin d'importer de la nourriture pour être sûr d'avoir assez pour nourrir votre population. Ce n'est pas le cas de l'Europe, donc c'est quand même un point extrêmement positif. À côté de ça, le transport et le tourisme sont développés, ça c'est quelque chose d'assez important, et c'est la deuxième industrie mondiale, donc c'est quand même quelque chose de remarquable. C'est la première puissance commerciale du monde, avec la deuxième façade maritime mondiale aussi, c'est quand même c'est normal, puisqu'on est un des premiers marchés commerciaux, donc forcément les navires viennent jusque chez nous, et donc ça fait cette zone de gros trafic maritime autour de la Manche. À côté de ça, il y a toujours, donc ce que je vous ai dit, 5 des 10 principales puissances économiques dans le monde sont situées dans l'Union européenne. Du coup, c'est quand même quelque chose qui est relativement important. On retiendra aussi parmi les 5, j'avais intégré le Royaume-Uni. On va donc, bien sûr, dans le cas où on parle de l'Union européenne, les supprimer, donc mettre 4 des 10 du coup. Mais bon, en tout cas, on ne vous posera pas de problème si vous les intégrez encore actuellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous reprochera, bien entendu. Voilà un peu ce qu'il fallait mettre dans cette carte mentale. Alors, après, je termine vite parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. Vous aviez un document 3 sur le rayonnement de la France dans le monde. Donc cette fois-ci, un texte. Je vous demandais de me catégoriser finalement toutes les informations importantes de ce texte en plusieurs catégories: économie, politique, géographie, tourisme et culture. Il suffisait par exemple de prendre un fluo, vous soulignez ou vous repreniez dans un cahier tous les éléments qui correspondaient à chaque catégorie. Parfois, il y avait eu un exemple qui pouvait aller dans 2. Je vais vous donner ma correction. Si certains sont sur d'autres domaines, ça peut être justifiable. Je considère qu'il y a quand même plusieurs solutions possibles. Moi, ce que j'ai mis, c'est par exemple pour la partie économie. Ce que j'ai mis en jaune, grande puissance économique. Il y avait capacité d'innovation. Il y avait les ressources qui étaient des ressources d'ultra-périphériques. Donc 3 choses que j'aurais mis dans la partie économie. Au niveau politique, là par contre, j'ai noté beaucoup de choses en vert. C'est une puissance politique au niveau mondial. Il y a les pays donc, de l'Union européenne sont souvent membres, du moins la France, pardon, je me trompe. La France est membre de toutes les organisations internationales, c'est un pays majeur. Aujourd'hui, on est boycotté par personne dans le niveau mondial, au niveau de grandes instances, donc c'est important. On siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Je n'en parle pas plus parce qu'on verra ça après la rentrée. À côté de ça, on est incapable d'intervenir militairement dans des conflits hors de nos frontières. Ça aussi, on le verra en fin d'année si on a l'occasion de se revoir assez tôt pour parler de la capacité d'intervention militaire française qui est l'une des plus importantes du monde, même si on est quand même loin derrière, par exemple, les États-Unis. Mais on a quand même une capacité qui est loin d'être
ridicule. On a un réseau d'ambassades qui est un des plus importants au monde, grâce à la francophonie, grâce à nos liens diplomatiques avec un certain nombre de grandes puissances, et grâce à notre puissance économique, tout simplement. Aujourd'hui, la France est vraiment bien représentée et il y a un réseau d'ambassades et donc de communication avec beaucoup de pays dans le monde. C'est vraiment un atout très important. On a une puissance géopolitique et stratégique grâce aussi à nos territoires ultramarins qui imposent finalement à tous les pays voisins de nos territoires ultrapériphériques d'avoir un minimum de contact avec nous. C'est-à-dire que vous êtes en Amérique du Sud, au Brésil, ou vous êtes par exemple au Venezuela, vous avez la Guyane qui est pas loin, donc c'est un territoire qui est quand même un enjeu. Forcément, même si la France paraît être à de grandes distances, vous avez un territoire français pas loin de chez vous, vous êtes quand même obligé d'avoir un certain nombre de dialogues avec eux. Donc c'est quand même quelque chose d'important. À côté de ça, pour la géographie, j'ai noté deux choses. Pays majeur du continent européen et puis territoire ultramarin. C'était un peu la catégorie la plus petite ici. Pour le tourisme et culture, alors c'est ce que j'ai noté en rose, ça se voit peut-être pas, mais il y a la francophonie qui assure le rayonnement international de la langue française. Il y a 2 millions de touristes internationaux qui viennent en France chaque année. Je pense que cette année, on sera un peu en dessous des 2 millions. C'est un peu logique, mais bon, voilà, c'est quand même une force française. Normalement, le tourisme, on verra si ça reste le cas. Et il faut aussi parler de tous ces Français qui sont expatriés à l'étranger, qui vont donc véhiculer aussi la culture française et qui vont donc favoriser aussi pas mal de choses pour notre pays. Voilà un petit peu pour cette deuxième partie. Je ne vous mets pas la carte mentale qu'il fallait fabriquer, parce que tout simplement ça ne tient pas si on veut faire ça lisible. C'est un peu trop compliqué, il y a trop d'informations. Si on a bien catégorisé, il suffit de reprendre le titre, c'est-à-dire rayonnement de la France dans le monde, mettre les 5 catégories, noter toutes les informations, peut-être un peu les transformer si c'est des phrases qui n'ont plus de sens, si on les sort du paragraphe, et vous avez normalement une carte mentale qui est assez complète. Voilà, 2 cartes mentales, 2 bilans pour la France et l'Union européenne. C'était donc la dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était la dernière vidéo qu'on a faite en Histoire Géo pour cette période. Du coup, vous serez un peu tranquille pendant cette période de vacances. Je donnerai du travail qui sera du travail, on va dire, optionnel pour ceux qui le souhaitent, pour du renforcement, avoir quelques connaissances supplémentaires, mais c'est tout. Donc, soyez tranquilles, ceux qui ont besoin de se reposer, vous allez avoir l'occasion de le faire. La seule chose que je vous demande, m'envoyer les images de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Voilà. Donc, au niveau du travail à faire, je récapitule quand même au niveau du texte. Bien terminer toutes les corrections que je viens de faire. Vous devez tout envoyer sur École Directe, ce que vous avez fait depuis le début de la séquence de confinement, c'est-à-dire la France et l'Union européenne dans le monde. Et donc, pas de vidéo, donc travail facultatif, qui sera donné un peu plus tard. Là, je ne l'ai pas encore complètement préparé, donc je ne vous donne pas d'informations. Je ne suis pas sûr de ce que je vais vous donner. Vous aurez quelque chose au niveau de votre boîte mail. Vous choisirez si vous voulez le faire ou pas. Je rappellerai bien sûr que c'est quelque chose de facultatif. Voilà. D'ici là, eh bien, reposez-vous bien et puis bonnes vacances.